Beaux-Arts. De l'art ou du cochon? De l'art et du breton. Cultivons-nous. Le Grand Bazar. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Bazar. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission. Chaque mois, 3 artistes, un thème et ensuite chacun se prête au jeu de la performance artistique. En 4 saisons, le Grand Bazar a su créer sous l'objectif de ses caméras une centaine d'œuvres d'art, des arts visuels ou des arts vivants. Quatre ans de découverte de talents exceptionnels, 4 ans de rencontres entre eux, provoquées par le Grand Bazar, 4 ans au cœur de la création artistique en Bretagne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une performance inédite, monter une exposition avec plus d'une cinquantaine d'œuvres d'art réalisées spécialement pour le Grand Bazar. Alors, comment on crée une expo, comment ça marche, c'est ce que vous allez découvrir grâce à nos apprentis commissaires d'exposition du jour, les élèves de l'école des Beaux-Arts de Rennes, encadrés par la designeuse Bérangère Amiot. Le Grand Bazar s'expose, c'est maintenant. Alors cette exposition, elle va s'installer ici, à l'Hôtel-Dieu, en plein cœur de Rennes. C'est un ancien hôpital qui date de 1858 et qui vient de réouvrir grâce à l'association The Roof Origine. Comme vous le voyez, les étudiants des Beaux-Arts qui apprennent l'art de la scénographie se sont déjà emparés des œuvres. Ils découvrent les lieux et vont tenter de se projeter dans ce que sera l'expo. Ça, c'était à Pont-Aven, ça. Et je tombe sur moi, bien entendu. J'avais oublié de vous dire qu'on a convié Franck Le Sieur, qu'on aime beaucoup. C'est un artiste peintre qu'on a découvert à Dédale, sur l'émission qui s'est déroulée à Vannes. Et on lui a demandé tout simplement de faire l'affiche de l'exposition qui aura lieu ici jusqu'au 22 novembre à l'Hôtel-Dieu à Rennes. Pendant que tout le monde s'affaire et déballe les œuvres du Grand Bazar, nous, on va regarder le premier sujet. C'est un film de Damien Stein. En fait, c'est un adepte du stop motion. C'est très simple, il crée plan par plan et image par image. Voilà, pour créer une ambiance animation. Il a fait un making-of de l'histoire d'une marionnette qui va emmener en Amérique du Sud. Et là, il nous explique dans son making-of comment il a travaillé. On dit souvent que les meilleures histoires commencent par une situation préétablie, rapidement bouleversée par un élément perturbateur. Mais ce ne sera pas le cas ici, au contraire. Ici, nous commencerons par la création d'une situation qui deviendra situation établie. Et plus tard viendront les perturbations. Cette histoire démarre avec Meryl, moi et une envie de voyage. Bon, ce n'est pas Meryl que vous voyez là, c'est ma mère. Meryl, vous la verrez dans 2 petites minutes. Donc Meryl et moi, on s'est dit, et là je le cite de mémoire, on s'est dit, on plaque tout et on se tire en Amérique. Alors on n'a pas tout plaqué et on est parti 6 mois, mais c'était déjà pas mal. Et puisque nos mater familias respectives allaient forcément demander des centaines de photos, on s'est dit pourquoi pas carrément un film. Un film de voyage en animation. Vous en voulez des photos? Ça commence ici, dans la maison familiale du Larzac, où ma mère a fabriqué une petite marionnette, qui serait le personnage de notre film. Il y a quelques années, j'avais déjà fait un film d'animation à propos d'un bonhomme qui traversait la ville en scooter. On avait fait ça en équipe. Et c'était tellement difficile qu'avec Meryl, on s'est dit qu'on allait refaire exactement pareil, mais cette fois juste nous deux, sans équipe, sans animateur, sans chef opérateur. Pas plus, ça c'est trop. Pour le fun.
faut que ce soit du micro. Hein. Ouais. Et dans un claquement de doigts, nous voilà en train de tourner à Valparaiso, au Chili. On a placé notre petite Martha, 30 cm au garrot, dans un des ports les plus fréquentés du monde. Un des endroits les plus difficiles pour s'installer durant la demi-journée qu'il nous fallait pour qu'elle s'anime durant à peine 5 secondes. Il y a 159 images depuis le début de ce shoot. Ça fait combien 4, ça fait 5-6 secondes ça. C'est pas mal. 6 secondes, c'est pas mal. Un jour, un réalisateur que j'aime bien a dit qu'un film est le résultat d'une succession d'accidents. Dans notre cas, nous allions faire un film entièrement accidenté. Puisque nous ne sommes pas des professionnels de l'animation, nous avions peu de chances d'avoir un résultat pro. Nous n'avions donc pas besoin de provoquer les difficultés, elles seraient, pour ainsi dire, l'étoffe du film. Pourtant, le stop motion, c'est très simple. Vous posez un objet, vous prenez une photo, vous bougez un peu l'objet, vous prenez une nouvelle photo. Mais il est extrêmement difficile d'avoir un résultat probant quand on fait ça pour la première fois, ce qui était, je rappelle, notre cas. Pour notre premier essai sur le port, on a voulu mettre un effet de vent dans les cheveux. Mais ça a été un échec total. Du coup, on a recommencé, dès le lendemain, à 0. Et là, avec le peigne, c'est Meryl. Mais ce qu'on attendait surtout, c'était de prendre la route. Car là était le but de notre voyage, voir du pays. Notre trajet s'est fait le long des côtes, de Santiago du Chili à Rio au Brésil. Selon les points de vue, ça peut ressembler à un cochage de cases. Mais pour nous, c'était clairement un V de la victoire. On a rarement vu des paysages aussi beaux. Pas mal, hein. Meryl, qui n'avait jamais dansé la cumbia avec un gaucho, a pu danser la cumbia avec un gaucho. C'était la première fois qu'un carancho s'installait juste devant moi, avec un des glaciers les plus impressionnants au monde en arrière-plan. Et on n'a jamais eu aussi froid. À un moment, les conditions ont été tellement rudes qu'il est devenu impossible de tourner notre film. Alors on a roulé. On a changé de moyen de transport. Puis on a traversé les plages de sable froid de l'Uruguay, avant d'atteindre le sud du Brésil. On essaie de l'installer. Mais ça, on peut peut-être les lui planter dans le sable, hein, les mains. Sim, tudo isso. Não tem que mover. Eu moro aqui há 27 anos, para fazer 28 anos. Sou defensor da natureza. Et comme on n'avait plus notre van, on s'est dit que Martha pourrait, elle aussi, trouver un autre moyen de déplacement. Probablement le bout de caoutchouc le plus répandu sur tout le continent. Une tongue. Après le froid, la route et la neige, on s'est octroyé un peu de calme et de chaleur sur quelques îles brésiliennes. On a visité encore, beaucoup marché. On a eu, parfois, des guides improbables. Et déjà, il était temps pour nous de rentrer. Assembler des centaines d'images, c'est un peu comme fabriquer un château de cartes, avec le risque que tout s'effondre. Et pourtant, parfois ça colle, c'est fluide. Les accidents ont donné lieu à de belles cicatrices.
un peu de repos, et Martha vous racontera la suite de ses aventures dans le film dont elle sera l'héroïne. Rendez-vous dans 2 ans, au moins. Par exemple, mesurer le tableau et voir l'écartement des néons si ça passe. Mais... Pendant que les mesures se prennent et que les plans s'échafaudent, je vais aller rencontrer Lucie, la directrice du lieu, la chef de file d'une bande de 6 jeunes qui ont décidé de réouvrir cet ancien hôpital qui date de 1858 et d'en faire un lieu sportif et culturel. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup de nous recevoir ici à l'Hôtel Dieu. Un plaisir. Alors, comment tu t'es retrouvée à t'occuper de ce lieu? Alors on est 6 associés sur le projet, une équipe de 6 personnes. Au début, c'est Olivier et Emmanuel qui sont 2 passionnés d'escalade, qui avaient pour l'envie depuis juste longtemps. De là, en fait. Ouais. C'est ça, d'ouvrir un lieu et puis on s'est rencontrés là-dessus avec une envie d'avoir un peu plus de place aussi pour une partie culturelle. D'accord. Et là, on arrive sur une première pièce. C'est une pièce qu'on appelle l'atelier. L'idée, c'est qu'on la voit vraiment comme une boîte blanche et que du coup, il y a un peu tout ce qu'on veut qui soit possible à l'intérieur. Lucie, à Rennes, on connaît Pasteur. Est-ce que ça a été un modèle pour vous ou est-ce qu'il y a eu d'autres modèles? Oui, ça a été une inspiration. On a eu pas mal d'échanges avec Sophie Ricard, qui a été une des personnes à la clé du projet, un peu sur cette idée de pouvoir laisser la possibilité aux gens de se réapproprier un lieu et de ne pas déterminer des usages un peu définis ou prédéfinis. Et il y a une anecdote qui est assez incroyable. Ici, c'est une ancienne maternité où... C'est une ancienne maternité où je suis née. C'est important pour toi qu'un bâtiment ait plusieurs vies? Ouais, c'est important, surtout un lieu comme celui-ci, qui a vu naître du coup beaucoup de Rennais et qui a eu une vraie place aussi dans l'histoire culturelle et sociale à Rennes. Let's go. Donc là, nous sommes au bar, à l'accueil. La vie culturelle a beaucoup évolué à Rennes ces derniers temps. Qu'est-ce que tu en penses? On a la chance à Rennes d'avoir une vie culturelle et une vie associative qui est hyper riche, avec une multitude d'acteurs qui sont à la fois étudiants, à la fois artistes, à la fois chercheurs. Et du coup, il y a un peu un vrai fourmillement autour de plusieurs disciplines. En termes culturels, on a quoi? C'est quoi votre offre? L'idée, en fait, c'est qu'à Rennes, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'acteurs qui proposent beaucoup d'événements, des festivals ou autres formats. L'idée, c'était pas de rajouter une programmation plus supplémentaire, mais plutôt d'ouvrir nos portes et de leur proposer un lieu d'accueil pour ces activités-là. Comment il va évoluer le lieu? Le lieu, ici, en tout cas, il est inscrit dans un plan de requalification qui s'étale un peu au dehors des bâtiments historiques. Et du coup, d'ici à 2023, il va y avoir une partie logement, une partie maison de santé et d'autres choses qui vont arriver aussi. Et vous allez déménager dans une autre aile? On va déménager nos activités dans une autre partie de l'hôpital. D'accord, mais vous restez là? Oui, c'est l'idée. Très bien. Après nous jouer un peu dans les lieux et voir ce qu'on peut en mettre ensemble ou pas. Ah, génial! Vous avez sorti des œuvres que je n'avais pas vues. Je peux vous déranger 2 petites secondes? Voilà, je vous propose de faire une petite pause. On va regarder un film de Chloé Gwynner qui s'est attaché à un dessinateur de rue qui s'appelle Ali. Et Ali ne dessine pas sur les murs, mais sur les sols. Vous allez voir, c'est passionnant. Approchez, approchez, approchez. Hop. Donc ça c'est la version 1 de rouage. J'ai découpé à la scie sauteuse, donc c'est vraiment pas le même niveau de détail. Les dents sont plus grosses que
que la deuxième version. Il y a beaucoup moins de motifs, enfin c'est beaucoup moins précis. Et aussi, en fait, je pouvais y intégrer, ce qui est bien avec la découpe, et puis les recherches que j'ai pu faire, c'est intégrer comme ça un roulement à billes à l'intérieur. Et du coup, il y a vraiment très peu de résistance. Et en fait, comme ça, si j'ai un moteur, je peux entraîner, comme je disais, une centaine de rouages. Au départ, je peignais de manière sans autorisation. C'était aussi... c'est vrai que comme j'ai commencé en tant qu'étudiant, c'était une manière aussi d'expérimenter, de faire des essais comme ça sur des grandes dimensions, sur des sols dans la rue. Et c'est venu d'une balade avec des amis dans un lieu abandonné où on est allé peindre. Et en fait, il n'y avait aucun mur que je trouvais bien, enfin il ne me convenait pas. Et en fait, il y avait ce grand puits de lumière avec différents étages et on voyait le sol d'hyper-haut. Enfin, et en fait, je me suis dit, c'est trop cool, ce sol, personne n'a peint dessus. Ce qui est assez bien aussi d'ailleurs, les sols, il n'y a pas grand monde qui peint dessus pour l'instant. Enfin, ça commence à se développer, mais... Et du coup, plein d'espaces sont libres, quoi. Et celui-ci l'était, et c'est comme ça que ça m'est venu, je pense, enfin, en tout cas, que j'ai apprécié et que j'ai voulu continuer à peindre le sol, quoi. Quand j'ai commencé à peindre dans la rue, c'était vraiment pour expérimenter, changer d'échelle, passer du papier vraiment à quelque chose de plus grand. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça m'a aussi permis une certaine visibilité. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à identifier mon travail. Et du coup, j'ai commencé à avoir des commandes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais moins d'illégal, c'est que j'ai plus le temps. J'ai quand même encore aujourd'hui, grâce au contrat, des surfaces qui sont même encore plus grandes que celles que je faisais quand j'étais dans la rue. Ou alors des conditions de travail qui sont différentes, où il y a aussi toute une recherche en amont avec les habitants, les riverains, sur comment va s'inscrire cette fresque. Le projet sur cette fresque, c'était vraiment de proposer deux réalisations aux lycéens et qu'en fait, ils choisissent celle qui leur convenait le plus. C'était aussi une occasion, là, de les impliquer dans la création et qu'ils soient commanditaires de la fresque. Il y a peut-être d'autres projets sur papier qui sont plus autour du point. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a un peu cette image clairement du ciel étoilé. Je pense qu'on le note, mais en même temps, c'est peut-être un côté très rigide, c'est moi, mais de vouloir créer une symétrie même dans le ciel étoilé. C'est-à-dire qu'il faut même organiser les étoiles pour qu'elles soient bien structurées. Mais voilà, c'est intéressant de voir comme au fur et à mesure qu'on regarde, on voit des zones qui apparaissent petit à petit, comme ça. Ça, c'est vraiment un truc aussi que je voudrais continuer. Mais très souvent, moi, je vais m'inspirer aussi où il y a des éléments qui vont être présents dans les lieux où je vais, qui vont amener une certaine structure dans la fresque que je vais faire, ou alors certains motifs qui sont récurrents vont apparaître aussi dans la fresque. Donc l'idée, c'est que
J'ai un vocabulaire de motifs qui grandit au fur et à mesure en fonction des lieux où je vais peindre, des choses que je peux voir. L'idée, c'est de métisser toutes ces influences et de garder aussi une esthétique qui est la mienne, mais d'évoluer au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça se construit à travers les différentes peintures que je vais réaliser dans les différents lieux où je vais être amené à travailler, quoi. Donc moi je vais aller acheter les systèmes de fixation, donc c'est le moment où je te confie mon maître. D'accord. Et il va falloir que tu mesures en fait toutes les œuvres pour qu'on puisse savoir exactement où on les installe et surtout si tout passe bien, là on a décidé. D'accord, et pourquoi ça tombe sur moi? Ben, je sais Je pas. peux savoir pourquoi ça tombe sur moi, Bérangère? Je suis persuadée que tu vas y arriver. Par contre, c'est mon maître, alors tu fais attention. Ah, religieusement, ça c'est pas... Il est magnifique, il date des années 70. Ah bah oui, bien sûr, d'époque. D'accord. Et là, ils ont aussi tendance à bouger en fait avec l'humidité. Là, ça bouge vraiment. Ça, c'est le 5 mm. Là, pour le A3, on prend celui-ci. Mais alors celui-ci, il a pas l'air vraiment noir en fait. On dirait qu'il est en alu, ouais. On va commencer par ça. Donc 50. « 50-65. Je le note. Alors. On va retrouver Bérangère qui commence ses premières installations. Tu nous accroches ces œuvres? Eh bien, écoute, allez. Si tu veux, je suis sûre que tu vas réussir à le faire. Alors, pour ça, on a... Alors, regarde, celle-ci, elle n'est pas droite. Non, elle n'est pas droite. Tu peux me permettre ou pas? Si je puis me permettre. Vas-y. Et la rouge. Là, ça me semble pas mal, moi. Alors, explique-nous, quand on commence à accrocher, j'imagine que les couleurs, la lumière, le lieu, tout joue. Oui, évidemment. Ouais. On fait d'abord déjà avec l'ambiance et puis surtout, en fait, ce qui est le plus important, et là, c'est absolument pas ce que j'ai fait, c'est déjà de accrocher droit. Oui. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, en fait, là, qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est la couleur du cadre, ce qu'il y a à l'intérieur, le mur, c'est un ensemble? Explique-nous un petit peu. Alors là, en fait, c'est la même artiste. Donc, l'idée, c'était, dans le biais de l'exposition, c'est vraiment de ne pas perdre du tout le visiteur qui va venir ici, donc déjà pour voir le lieu et qui va découvrir cette exposition. Et donc, c'est vraiment basé sur les émissions que tu as faites, sachant qu'on a aussi le cartel qui permet d'expliquer quel est l'artiste, comment il l'a fait. Le cartel, c'est la petite bio, quoi. Voilà, exactement, qui est vraiment très importante. Il faut qu'elle soit bien lisible pour qu'on ait tout simplement envie de la lire. Bérangère, quelles sont les étapes principales pour organiser une expo? Alors déjà, c'est de savoir ce qu'on a envie de montrer. Est-ce que c'est un artiste? Est-ce qu'il y a un thème en particulier? Donc, on va monter petit à petit, comme ça, le scénario du visiteur. Et puis surtout, ça va être le lieu qui va vraiment déterminer la place des œuvres, leur agencement. Où est-ce qu'on va pouvoir les mettre? Et après, en termes d'accrochage, ce qu'il faut penser, c'est à peu près être sur une hauteur d'1,40 m pour être sur une hauteur des yeux, pour pouvoir avoir des tableaux qui sont facilement accessibles et visibles. Ah, donc ça, c'est un peu une moyenne, en fait. Voilà, 1,40 m, tu sais qu'à peu près, les enfants, les grands, les petits, les moyens... Et est-ce que ça peut raconter une histoire, une expo? Ça raconte forcément une histoire. Ouais, après, là, nous, on n'a pas voulu rester sur une chronologie du première émission jusqu'à la dernière, puisqu'on s'est adapté au lieu. Donc, par rapport, là, par exemple, on voit qu'il y a du mobilier, etc. Donc, on a des grandes toiles, on ne pouvait pas les placer. Après, si on est sur une restitution d'un artiste en particulier, on peut partir sur de la chronologie, ce qui est d'ailleurs le cas pour la plupart des œuvres
œuvres, enfin des expositions plutôt classiques sur l'histoire de l'art, etc., pour pouvoir amener en fait le visiteur à comprendre pourquoi l'évolution de l'artiste, exactement. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des pièces qui ont été faciles à mettre et d'autres, au contraire, vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, en termes de pièces, c'est ici, l'Hôtel Dieu, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des salles d'escalade. Donc, en fait, c'est pas vraiment un lieu qui est fait pour l'exposition. Donc, du coup, on a dû vraiment s'adapter aussi à l'utilisation de l'espace. Donc, en fait, on va beaucoup se poser la question sur l'expérience utilisateur, juste en se disant, est-ce que pour aller voir une toile, j'aurais envie de retirer mes chaussures, d'aller dans un lieu où on fait du sport, etc. Donc, d'embêter les gens qui font du donc sport. c'est vraiment une question de rester accessible et cohérente. Bérengère, est-ce qu'il y a un ordre de visite? Normalement, dans des lieux classiques, effectivement, il y a un ordre de visite. Alors ici, non, puisque en fait, comme des gens vont venir pour pouvoir aller faire de l'escalade ou d'autres activités, il fallait vraiment que ça reste, qu'on rentre dans une salle. Il y a une chronologie qui est respectée, parce que dans une salle, c'est une émission. Mais après, on peut l'avoir dans tous les sens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même dans un monde où il y a plus de droitiers. Donc, on a tous l'habitude d'aller à droite. Donc, quand il n'y a pas vraiment de cheminement qui est proposé, ou en tout cas... Donc, les personnes, en règle générale, vont partir sur la droite. Alors, les élèves des Beaux-Arts, comment ça va? Très bien. Vous allez bien, ouais? Ça se passe bien? Ouais, super. Comment vous êtes répartis Tu galères, Alexandra? Ouais. C'est vrai? Alors là, t'es tombé sur le bricoleur du dimanche. Par excellence, c'est moi-même. Je l'ai ou pas? Qu'est-ce que vous étudiez aux Beaux-Arts? On est tous les trois en design, donc c'est assez vaste. Éclectique, ouais. Ça va être du design d'espace, design d'objets, produits, et ça reste quand même assez... Aux Beaux-Arts, en fait, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment... On ne cible pas vraiment quelque chose, quoi. Ça reste assez large, une ouverture d'esprit. Artistique aussi qui est vraiment présente, et c'est ça qui est bien, parce qu'on est quand même dans une école d'art, quand même à la base. Est-ce que la performance à laquelle vous êtes conviés vous plaît? Ouais, franchement, moi pour ma part en tout cas, c'est toujours enrichissant de rencontrer des gens, des artistes, de voir des nouvelles œuvres et surtout de pouvoir être dans un lieu comme l'Hôtel Dieu. Oui, qui est en train de se créer en plus et qui va qui est forcément... assez atypique, voilà. Parce qu'une salle, une ambiance quoi en fait ici. Exactement. C'est super intéressant, ouais. Destination Rennes maintenant pour un extrait inédit dans le Grand Bazar. Il s'agit d'un film que Damien Stein a réalisé sur Jean-Louis Brossard, le directeur artistique des Transmusicales. Les Trans, vous connaissez, c'est tous les ans et comme c'est la période, on voulait vous inviter à cliquer sur Cube pour découvrir cette pépite. Portrait d'un découvreur de talent hors norme. Us believe, because for us we think we're still too small, but you believe in us. Thank you. I believe in humanity. Thank you, my brother. Thank you, man. Thank you, my brother. John, Et même en changeant la vie, même en sachant qu'on adore, on ne changera pas la vie. Sans eux, le rock rennais n'aurait sans doute jamais existé. Cette année, ils font venir des groupes anglais pratiquement inconnus pour surprendre, réveiller le petit monde du rock. C'est plutôt une chose qu'on nous reproche, que soi-disant on a la main mise sur le rock à Rennes, mais on n'a pas du tout la main mise. Je veux dire, moi, nous on a fait des concerts, ça fait 10 ans qu'on en fait, on s'est planté des millions de fois, et on a toujours relancé la machine, parce qu'on a toujours voulu continuer à aller de l'avant. Bon, il y a des gens, c'est sûr, qui font des concerts, bon, ils se plantent 2 fois, et puis ils arrêtent tout, quoi. Et c'est sûr que c'est un métier qui est très difficile, parce qu'il y a rien derrière, vous êtes tout seul, vous êtes 2-3 mecs, vous faites quelque chose, et s'il y a un problème, c'est votre argent, et puis c'est tout, et puis personne vous aide, voilà, c'est comme ça. On essaye de recommencer le festival chaque année, de ne pas avoir, comment dirais-je, des tics ou des clichés.
Quant au quartier général des Trans, rue Jean-Guy, c'est une véritable ruche. C'est le rush total, j'ai pas eu le temps de manger, je crois que on n'a jamais vu une année comme celle-là. On a 400 journalistes et 400 personnes qui viennent vraiment pour bosser et pas pour boire des coups toute la journée. Ça, c'est génial. C'est du hip-hop, c'est de la techno, c'est de la jungle, c'est du rock, c'est du blues, c'est du jazz, c'est plein de choses pendant 3 jours. Les gens vont découvrir énormément de choses. On les invite sur un voyage dans tous les continents et aussi dans toutes les musiques. Vous avez vos réseaux pour programmer les C'est pas une question de réseau, c'est une question de rencontre. C'est ça, les rencontres transmusicales. C'est une rencontre que toi-même tu peux avoir avec un disquaire ou quelqu'un qui va te parler, qui vient dans ton bureau. Dis donc, Jean-Louis, tu connais ça? Oh putain, c'est génial, et hop, on le fait. Voilà. C'est aussi la force de la scène, quoi. C'est la force du concert, la force du live, où c'est la relation directe entre un public et un artiste. Et je crois que les groupes qu'on présente, ils ont peut-être ça de commun, c'est qu'ils ont une force scénique qui fait qu'ils vont directement vers le public et que donc la rencontre peut-être est immédiate, coup de foudre, pas coup de foudre, ça c'est pas à nous de décider. Les premières transmusicales ont débuté avec un budget de 20 000 francs en 1979. Aujourd'hui, 15 ans après, il faut gérer 5 200 000 francs. Est-ce que c'est un problème pour toi si moi je vous fais une convention de partenariat transmusicale française? Chaque groupe a un peu son histoire. Toi, par exemple, les petits malgaches de The Dizzy Brains, voilà, j'ai un ami qui travaille à Madagascar, que j'avais connu à l'île de la Réunion avant, avec qui j'avais fait des groupes il y a assez longtemps. Voilà, il m'a passé des démos de ce groupe, qui est un groupe de gamins. Toi, ils ont 18 ans, ils vivent à Tananarive, ils sont vraiment en milieu urbain. C'est des gens qui n'ont même jamais vu la mer alors qu'ils habitent sur une île. Et voilà, eux, ils parlent, si tu veux, de la corruption dans leur pays, qui est un pays très pauvre, qui est dangereux aussi. Si tu veux, il y a beaucoup de violence aussi. Et voilà. Et par contre, il y a des radios qui passent pas leur musique à cause des textes. Tu vois, donc ils sont un peu blacklistés, comme on dit. Donc un festival qui est né en juin 79. Voilà, donc c'était une association qui s'appelait Thérapin, qui avait monté Hervé Bordier avec pas mal de potes. Je me rappelle, il y avait Pierre Fablet, Jean-René, etc. Et puis avec Béatrice, ils nous avaient demandé de faire partie de l'asso. C'était ça 2 ans avant les trans, je pense, c'était en 77. C'était aussi une période où, tu vois, il y avait peut-être un concert à Rennes tous les 2 mois, quoi. Alors que maintenant, il y en a 10 par jour. Ce qui est génial, d'ailleurs. Voilà, donc c'était un peu le début, et c'est vrai que pendant 2 jours, je me rappelle, c'était dit participation aux frais, les gens donnaient ce qu'ils voulaient, voilà. Moi j'ai l'habitude de voir des groupes anglais, si tu veux, dans des endroits improbables, avec un son de merde, mais quand le groupe est bon, parce que c'est ça l'école anglaise. Il y a un vrai truc, le chanteur a un pur charisme, même s'il n'en fait pas grand-chose. Ils sont très jeunes, et donc si tu veux, il y a des titres déjà. Moi, je trouve qu'il y a plus de qualité que de défaut déjà. Donc c'est un jeune groupe intéressant là, à savoir si je vais les faire cette année ou pas. Après, j'ai envie de discuter un peu avec eux aussi, peut-être, tu vois, pour leur dire ma façon de penser. Comme je fais avec les groupes rennais après un filage à l'Ubu, tu vois, mais... Tu vois, parce que si tu fais ce groupe-là au trans, soit tu fais un Ubu, soit tu fais un parc. My festival is in 6 months. So guys, in December. It's like you have the time to work and, you know, to prepare yourself. You want the big stage? Of course, yeah. I'll do something big. I'll wear a suit. You know, I'm getting a suit made. You know, a tailor. Yeah. I'm getting a pink suit made. Guys, please, guys, I need to talk to you now because I take my decision that you play trance musical this year. I give you a big stage because you tell me that you want to do it. I did, yeah. I will do that, okay? Okay. How much? How much will you pay us? Vous l'avez compris, pour voir la suite du film de Damien Stein en immersion dans les coulisses des trans, rendez-vous sur Cube, le web média de la culture bretonne où le film est en ligne. Restons dans les transmusicales de Rennes avec ces belles images. Il s'agit du teaser de la 40e édition des Trans que vous pouvez trouver en ligne. Un petit bijou d'animation réalisé pour l'occasion par le talentueux Léo Desmêlés.
1979-2019, 20 000 personnes à l'époque de la création des trans, 60 000 aujourd'hui. Cette année, la programmation des trans est assez incroyable. Même Étienne Dao sera de la partie. Allez, on vous laisse jeter un coup d'œil au programme complet avec un focus sur l'Afrique remarquable cette année. Et surtout, n'oubliez pas les événements gratuits, notamment l'air libre à Saint-Jacques-de-la-Lande ou encore les concerts de l'étage à Lubu. Alors rendez-vous du 4 au 8 décembre. Ça va, Franck? Ça va, Alexandre. Ça va, ça bosse. Et dis donc, t'as avancé là, hein? Ouais, ça avance pas trop mal. Ça avance vite même, je trouve. On peut te déranger 2 secondes? Bien sûr. Alors, explique-nous, qu'est-ce que ça t'a inspiré déjà, cette affiche? C'est vrai que le rapport de mettre en lien toutes les émissions et les performances du Grand Bazar et trouver un dénominateur commun, je trouvais ça assez intéressant. Et puis graphiquement, c'était aussi un exercice de style parce qu'il faut travailler sur un code graphique et une pertinence de message. Bien sûr. Donc j'ai réfléchi à tout ça en amont, j'ai travaillé un petit sketch pour voir comment ça pouvait marcher et j'ai trouvé que le dénominateur commun, c'était la Bretagne. Et donc, c'est comme de par hasard. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, voilà, c'est quoi la Bretagne? Il y a plein de clichés sur la Bretagne. Pour moi, c'est aussi une terre de voyageurs, de marins. Et moi qui aime travailler sur les tronches, sur les gueules, je me suis dit qu'un vieux loup de mer, c'était buriné, ça sera assez fort au niveau du trait. Et puis en haut, comme elle fera l'affiche, ça sera donc le Grand Bazar s'expose. Et voilà, après, en espérant que ça fera le job, quoi. Je pense que moi, ça va le faire. Et donc, Franck, oui, c'est important pour toi de contrôler de A à Z ce qui se passe dans une expo? Complètement. Et contrôler, j'ai envie de dire, l'installation d'une exposition, c'est aussi bien relever les contraintes du lieu. Et c'est vrai qu'ici, je pense qu'il y a eu du taf. Oui. En termes de relevé de contraintes, parce qu'on n'est pas du tout dans un lieu classique dédié à une exposition et à l'art. On est un peu dans un tiers-lieu. Alors c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Dédale. Ouais. C'est également un peu un tiers-lieu, sauf qu'il a été conçu et pensé chaque espace pour une œuvre. Exactement. Donc les contraintes ne sont pas les mêmes. Et par des artistes. Exactement. Donc chaque pièce était conçue comme ça. Ici, il y a de l'existant. C'est toutes les contraintes liées un peu à là où j'en sais en architecture intérieure, où les contraintes de l'existant doivent donner des pistes de réflexion pour comment j'agence, comment j'aménage, comment j'expose. Et puis ici, ça vit. Et ce qui va être intéressant aussi, à la différence d'une galerie, c'est quand on passe la porte d'une galerie ou d'un musée, il y a une posture. Exactement. On va voir de l'art. Il y a une démarche. Ici, l'expo va durer donc jusqu'au 22 novembre, mais les gens vont peut-être venir sans le savoir et pour boire un verre, pour escalader, et vont pouvoir vivre aussi l'art. Et c'est une manière de le mettre comme ça, d'une manière gratuite, à disposition à des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude d'être confrontées à l'art. Et peut-être ça va leur donner envie d'aller pousser justement des portes de musées et des galeries. Et c'est désacraliser quelque part, c'est en fait désacraliser l'art, mais le remettre aussi, j'ai envie de dire, là où il doit être, c'est-à-dire aux yeux de tous. Karen, c'était sur le plateau du Grand Bazar la première année sur France 3. C'était une émission extrêmement agréable à faire avec des dessinateurs, on a bien rigolé. Bon, à part ce portrait qui ne me ressemble pas du tout, on est d'accord.
C'est l'heure du livre du mois sélectionné par Christian Rio, lu par Philippe Languille et réalisé par Pierre-François Lebrun. Moi, je vais un peu escalader, un peu. Fini pour toi, à la prochaine, a dit le chef en fin de journée sans autre forme de procès. C'est pas 6 semaines de mission coquillages et crustacés en commun, bigorneaux, bulots, crabes royaux, langoustes, langoustines, tourteaux, qui vont changer mon statut d'intérimaire. Au bout de 6 semaines, même pas sûr qu'ils connaissent mon prénom. La poignée de main du matin à la nuit et son maigre sourire de ne pas me voir manquer à l'appel. À l'appel. Fini pour toi un 27 décembre, le début aux fruits de mer un 14 novembre. Fini pour toi l'embauche à minuit et demi, les 6 jours sur 7 travaillés. Les machines en panne dès le 3e jour de la mission, ce qu'on a dû inventer pour en chier à peine moins que d'humain. Les bulots qui tombent dans les bottes, plus gênants encore que des scrupules. L'odeur qu'on ne sent plus. La fureur des 10 chefs qui débarquent un 21 décembre quand la dépose de langoustes ne va pas assez vite à leur goût. Le mystère de pourquoi ils s'en vont 3 heures plus tard, tout sourire, alors même que la ligne tourne moins vite. Pendant ces 3 heures, la pression de cinglé, le stress absolu, la sueur froide dégoulinante de 20 yeux de chef qui scrutent ton moindre geste. Fini pour toi les tonnes de bulots à bien différencier, à passer selon l'ordre prioritaire, suivant sur ma ligne de production. Les bulots lavés, les bulots vivants, les bulots congelés. Fini pour toi la prochaine, petite intérimaire. On t'a pas trop engueulé. T'as pas été en arrêt maladie, pire en accident de travail. La production ne s'est jamais arrêtée. À la prochaine, l'usine. À la prochaine, les sous. Les sous à les gagner, raclés, pelletés, avec les bras, le dos, les reins, les dents serrées, les yeux cernés, éclatés, les mains désormais calleuses et rêches. La tête qui doit tenir la volonté, bordel. À la prochaine. Déjà, il me tarderait presque de retrouver l'usine. Comme si je n'étais pas encore allé au plus loin du possible du bout de mon épuisement. Au bout du travail, au bout de mon travail, sur l'usine et moi-même. Fini pour toi, à la prochaine, qu'il a dit le chef, enfin un des chefs. C'est pas les chefs qui manquent, c'est le boulot qui manque, c'est les sous qui manquent. Tant qu'il y aura des missions d'intérim, ce n'est pas encore le point final. Il faudra y retourner à la ligne. En 1978, Robert Linhart publiait L'Établi, le récit d'un jeune intellectuel qui choisit d'aller à l'usine où il découvre le travail à la chaîne. Avec À la ligne, son premier roman paru en janvier 2019 aux éditions de la Table Ronde, Joseph Pontus atteint en qualité son aîné. Mais Joseph Pontus n'a pas choisi l'usine, elle s'est imposée à lui. À la ligne raconte le quotidien des précaires qui, malgré leur diplôme, doivent se résoudre aux gestes répétitifs de l'industrie agroalimentaire. La chaîne est devenue ligne de production, le prolétaire un intérimaire. Arrivé par amour à Lorient, Joseph Pontus y a écrit chaque soir l'épopée d'une existence partagée par nombre de Bretons. Preuve qu'ils sont loin d'être illettrés et que le travail peut être pénible, parfois. Le temps d'escalader et de faire l'aller-retour, je vous propose de regarder le clip du mois sélectionné par les internautes de Cube. Il est tout juste 9h quand la résidence Belle Fleur s'éveille. Ces petits habitants, tous âgés de plus de 80 ans, se lèvent. Monsieur Charles sort de sa chambre et porte comme tous les pensionnaires un pyjama trop court aux jambes, datant sûrement de l'après-guerre. Monsieur Charles regarde ses jambes se déplaçant péniblement. Que pouvait-il bien faire avant d'être dans leur fauteuil roulant? Et Monsieur Charles dans sa maison de retraite regarde le ciel par la fenêtre. Et Monsieur Charles sur son fauteuil à roulettes pense au passé et regrette. Pense au passé et regrette.
jambes usées, ne peut plus se déplacer seul. Croulant sous le poids des années, il reste cloué à son fauteuil et assis toute la journée. Il a arrêté de se battre, il se contente de regarder. En attendant que la vie passe, Monsieur Charles repense à l'enfant qu'il aurait tant voulu avoir. Pense à sa femme morte maintenant, qu'il aurait tant voulu revoir. Monsieur Charles repense en pleurant à ses voyages qu'il n'a pas fait. Monsieur Charles est vieux maintenant, il sait qu'il ne les refera jamais. Et Monsieur Charles dans sa maison de retraite regarde le ciel par la fenêtre. Et Monsieur Charles sur son fauteuil à roulettes pense au passé et regrette. Et Monsieur Charles dans sa maison de retraite regarde le ciel par la fenêtre. Et Monsieur Charles sur son fauteuil à roulettes pense au passé et regrette. Pense au passé et regrette. Ah bah enfin! Bravo! Donc ça, c'est terminé. Voilà, ça magnifique. on peut dire que c'est terminé et qu'elle va faire office d'affiche à l'entrée lorsque les visiteurs vont pouvoir passer le seuil de la porte. Est-ce que vous êtes content de vous? Est-ce que vous êtes content? Là, je parle à nos étudiants. Est-ce que vous êtes heureux de vos emplacements, de la signalétique, de l'agencement des différentes pièces du Grand Bazar? Il y avait beaucoup d'œuvres, donc dans plein d'espaces différents. Donc il y avait tout ça à gérer, plus pour chaque œuvre. Il faut des accroches différentes ou des trucs différents. Pour tout, il fallait mesurer. Du coup, ouais, c'était un petit peu compliqué, mais enfin, ça va, on était plusieurs, donc ça s'est fait. Initialement, on a cherché une cohérence entre les différents thèmes, des différents épisodes, saisons et des choses comme ça, des œuvres. On peut les retrouver, on a essayé de mettre en gros les gros thèmes ensemble dans les mêmes salles. Et du coup, on a fait en fonction de ça, on a essayé de répartir correctement. Bon, bah écoutez, moi je crois qu'on peut déclarer solennellement l'exposition du Grand Bazar ouverte. Vous pouvez. Merci à vous. Merci à vous. Quant à vous, venez ici à l'Hôtel Dieu à Rennes. L'exposition est ouverte. Elle se conclura le 22 novembre. On espère vous y voir nombreux.
l'art ou du cochon? La Bretagne s'exporte. Bazar. Beaux-Arts.